En avril 1945, la Seconde Guerre mondiale était proche de sa conclusion. En Europe, les armées alliées avançaient au cœur de l'Allemagne nazie depuis l'Ouest et l'Est et étaient sur le point de se rejoindre. Pour Adolf Hitler, qui avait été il y a peu le maître triomphant d'un empire qui s'étalait des Pyrénées à la Volga, la messe était dite. Désormais reclus dans son bunker souterrain à Berlin, entouré de ses derniers fidèles les plus loyaux, chacune de ses décisions signifiait la vie ou la mort pour le peuple allemand, pour les millions de travailleurs forcés et les détenus des camps de concentration. Avant que les armes ne se taisent enfin, des centaines de milliers d'innocents vont périr dans les flammes et les ruines d'un Troisième Reich agonisant. De l'autre côté du monde, le partenaire d'Hitler au sein de l'Axe, le Japon, subissait les assauts des Américains sur le théâtre d'opérations du Pacifique. Soutenues par la plus puissante économie mondiale, les capacités militaires et la puissance des États-Unis atteignaient des sommets. D'immenses armées amphibies protégées par des forces navales tout aussi conséquentes progressaient dans le Pacifique, de plus en plus près du Japon, tandis que les bombardiers géants B-29 faisaient pleuvoir le feu sur ces villes. Au large du Japon, les sous-marins américains n'avaient pratiquement plus rien à couler. Et dans le même temps, la population japonaise, presque 90 millions de personnes, devait faire face à une crise économique et résister aux privations. En Asie, les troupes britanniques avaient repris la Birmanie aux Japonais, qui l'occupaient depuis 1942. À Londres, le Premier ministre Winston Churchill recevait des nouvelles encourageantes des combats sur tous les fronts. Mais malgré cela, après avoir guidé sa nation à travers les eaux tumultueuses de la guerre, Churchill s'inquiétait pour l'avenir. Oui, le vieux combattant s'inquiétait pour l'Empire britannique, épuisé par tant de combats et financièrement exsangue, qui risquait de se retrouver sur la touche à la fin du conflit, laissé pour compte par ses alliés, américains et russes, bien plus puissants. Winston Churchill avait tout donné pour le roi et son pays, et la victoire alliée promise allait être son heure de gloire. Mais il restait prudent, et aussi incroyable que cela puisse paraître, son propre avenir en tant que Premier ministre était loin d'être assuré. Au crépuscule du 1er avril, 3 semaines s'étaient écoulées depuis que les troupes américaines s'étaient emparées du pont de Ludendorff sur le Rhin à Remagen, avant que les Allemands ne soient capables de le détruire. Les 46 autres ponts routiers et ferroviaires qui franchissaient le Rhin avaient été dynamités et le pont Ludendorff finit par s'effondrer en raison des vibrations des nombreux coups tirés en sa direction par l'artillerie et les attaques aériennes allemandes, bien qu'il n'ait pas été touché directement. Cela se produisit 10 jours après que la Première Armée l'ait utilisé pour établir sa tête de pont sur la rive est du Rhin. Le Rhin était le seul obstacle naturel important entre les armées conduites par le général Eisenhower, commandant suprême des troupes alliées en Europe, et le reste du territoire allemand. Une fois le Rhin franchi, le reste du territoire allemand était accessible. Les troupes d'Eisenhower pouvaient bien atteindre Berlin avant l'armée rouge, qui se tenait sur l'Oder, à 150 km de la ville, depuis fin janvier. Lorsqu'Eisenhower avait reçu le commandement suprême de toutes les opérations au sol en septembre 1944, sa campagne dans le nord-ouest de l'Europe avait été critiquée. L'un des plus féroces détracteurs était le maréchal Montgomery. Plus connu sous le diminutif de Monty, il était apprécié par ses hommes et ingérable pour ses supérieurs. Il dirigeait le 21e groupe d'armée au cours de la percée en Allemagne entre mars et avril 1945. Chargé de mettre en œuvre l'opération Plunder,
le 21e groupe d'armée comprenait des Canadiens, des Britanniques, ainsi que les troupes américaines traversant le Rhin vers Wesel. Les hommes de Montgomery avaient réussi à atteindre tous leurs objectifs en quelques heures, ne subissant que de faibles pertes. En revanche, l'opération Varsity, au cours de laquelle 2 divisions aéroportées alliées avaient été larguées au-delà de la rive est du Rhin, ne s'était pas déroulée aussi bien, occasionnant de lourdes pertes. Observant le drame se dérouler dans le ciel depuis la sécurité relative de la rive ouest du Rhin, Winston Churchill en personne. Toujours prêt à visiter le front dès qu'il le pouvait, Churchill avait rejoint le quartier général d'Eisenhower qui dominait le fleuve. Comme toujours, Churchill était déterminé à se trouver au cœur de l'action. Et à la stupéfaction, teinté de crainte d'Eisenhower, le Premier ministre britannique, déjà septuagénaire, sauta dans un landing craft américain et traversa le Rhin. Mais Churchill, bien au-delà de sa sécurité personnelle, ne manquait pas de motifs d'inquiétude, envisageant la perspective d'une division de l'Europe entre 2 blocs idéologiques et militaires rivaux. Churchill pensait que le président américain, Roosevelt, très affaibli, avait sérieusement sous-estimé le danger posé par Staline et les soviétiques. Le Premier ministre britannique voulait qu'Eisenhower et les alliés occidentaux avancent et prennent Berlin avant que les Russes n'y parviennent. Mais Eisenhower considérait la destruction de la puissance militaire allemande comme une mission incontournable, alors que Berlin n'était pas, en soi, sa priorité principale. Mais dans l'instant, les observateurs d'artillerie et les snipers étant toujours actifs sur la rive est du Rhin, le souci d'Eisenhower était de persuader Churchill de revenir vers la relative sûreté de la rive ouest avant d'être blessé. Pendant qu'une délicate négociation était en cours pour faire revenir Churchill, 200 km plus loin, la 5e division d'infanterie de la 3e armée américaine avait, sans tambour ni trompette, traversé le Rhin à Oppenheim. Il n'y avait pas beaucoup de sympathie entre le commandant de la 3e armée américaine, George Blood and Guts Patton, et Montgomery. Ayant quelques comptes à régler, Patton était heureux de traverser le Rhin avant les troupes de Monty. En fait, Patton parvint à conduire 5 divisions sur le Rhin à Oppenheim, où l'opposition était faible, s'assurant ainsi que la route vers Berlin était désormais ouverte. La résistance allemande face aux Alliés s'affaiblissait jour après jour. La défense de la patrie était maintenant entre les mains d'une armée constituée de vieillards et de gamins effrayés, tentant de protéger une population civile paniquée. Et pour les civils, le pire était à venir. Hitler, depuis l'abri de son bunker sous la chancellerie du Reich à Berlin, demanda à ce que la bataille soit conduite sans aucune considération pour la population allemande. Il ordonna la destruction de tous les centres industriels, des centrales électriques, des usines de gaz, ainsi que des magasins d'alimentation et de textiles, afin de créer un désert pour les armées alliées. Le Führer déclara « Si la guerre est perdue, la nation allemande périra. Il n'est nul besoin de prendre en considération ce dont le peuple aurait besoin pour poursuivre son existence. » Le 1er avril 1945, c'était le dimanche de Pâques, une fête traditionnelle pour les chrétiens et une fête pour des raisons militaires pour les Alliés. L'avancée de la 21e armée de Montgomery, doublée par celle de la 9e armée américaine, formait la partie nord d'une tenaille autour de la Ruhr, le cœur industriel de l'Allemagne, tandis que la première armée constituait la partie sud de cette tenaille. Les unités des 2 armées américaines se rencontrèrent près de Lippstadt et 72 heures plus tard, l'encerclement de la poche de la Ruhr
était terminée. À l'intérieur de ce périmètre étroit se trouvaient les restes de 21 divisions totalisant 430 000 soldats allemands du groupe d'armée B, accompagnant des milliers de civils allemands, effrayés, fatigués, affamés, ainsi que des travailleurs forcés, tous piégés et à la merci des Alliés. Dans le Pacifique, des avancées considérables avaient lieu et les Américains se préparaient à l'opération Iceberg. La cible était Okinawa, à quelques 500 km au sud du Japon, la plus importante île de la chaîne de Ryukyu. Si le débarquement réussissait à Okinawa, l'île deviendrait un tremplin pour les Américains, leur permettant d'entamer l'invasion finale du Japon. Moins d'une semaine plus tôt, Iwo Jima, la première île de l'archipel japonais à avoir été conquise par les Américains, avait finalement été déclarée sûre après 6 semaines d'âpres combats. Cette victoire fut immortalisée par la célèbre photographie du drapeau américain planté au sommet du mont Suribachi. Les combats sur Iwo Jima avaient coûté la vie à 6 825 soldats américains et 21 703 japonais. Bien qu'étant une victoire, la bataille d'Iwo Jima était surtout un prologue inquiétant pour l'opération Iceberg. Pour l'invasion d'Okinawa, les Américains rassemblèrent une force de 102 000 soldats, 88 000 Marines et 18 000 marins sous le commandement du général Simon Bolivar Buckner Jr., commandant de la 10e armée. Pour soutenir les troupes de Buckner, une flotte de 1600 navires fut mobilisée, comprenant 40 porte-avions, 18 cuirassés, 32 croiseurs et 200 destroyers. Les navires de guerre restèrent au large et les avions furent alignés à leur poste de combat, prêts à frapper Okinawa jusqu'à sa reddition. À 6 heures, le bombardement des plages de Hagushi commença. Le bombardement naval cessa 3 heures plus tard et les troupes du 3e corps amphibie et du 24e corps d'armée débarquèrent. À la plus grande surprise des Américains, les vagues d'assaut ne rencontrèrent aucune opposition. Les troupes avancèrent donc sans tarder dans les terres et au soir, elles avaient atteint leurs objectifs, les aérodromes de Kadena et de Yomitan. À la nuit tombée, la 10e armée avait plus de 60 000 hommes sur l'île. La zone de terre conquise était large d'une quinzaine de kilomètres. Les Japonais étaient invisibles. En fait, les troupes japonaises d'Okinawa s'étaient positionnées très à l'intérieur des terres pour éviter les bombardements navals américains, à l'abri, dans des grottes sur les terrains escarpés au centre de l'île. La 32e armée japonaise défendant l'île était forte de 120 000 hommes. 70 000 d'entre eux étaient des hommes de troupes de l'armée régulière. Ils étaient bons, expérimentés, mais les 50 000 autres étaient des troupes de marine et des conscrits locaux pauvrement entraînés et mal équipés. Les Japonais avaient une artillerie abondante et le terrain leur offrait des positions défensives favorables. Longue de 100 km environ et avec une largeur moyenne de 15 km, Okinawa était principalement constituée de collines couvertes de forêts de pins et d'un épais sous-bois. Réputés pour leur construction de positions défensives solides et bien conçues, les Japonais étaient prêts et attendaient l'ennemi. Mais lorsque la bataille pour Okinawa débuta le 3 avril, les Américains avaient déjà atteint la rive est,
séparant en deux les zones tenues par les Japonais. Le général Buckner lança rapidement la phase 2 de son plan, dont l'objectif était de prendre la moitié nord de l'île. La 6e division de Marines avança vers la péninsule de Motobu sur la côte ouest de l'île, où elle rencontra les troupes japonaises défendant une forteresse naturelle de falaises boisées et de ravins. Le 18 avril, les Marines avaient nettoyé la péninsule de Motobu. La plus grande partie du terrain au nord d'Okinawa était désormais entre les mains américaines. Dans le même temps, la flotte d'invasion croisant au large d'Okinawa subit une terrible attaque aérienne. Le haut commandement japonais avait rassemblé plus de 2000 avions sur les aérodromes du sud du Japon et de Formose pour tenter de briser l'assaut contre Okinawa. En dépit des raids de bombardement de leur base par les B-29 et des avions embarqués américains, dans les semaines précédant l'opération Iceberg, beaucoup de ces appareils étaient toujours prêts à l'action. Aux commandes des avions bourrés de bombes et de carburant se trouvaient de jeunes pilotes chargés d'une mission suicide. C'étaient des kamikazes, mot japonais signifiant « vent divin ». Au XIIIe siècle, un typhon éparpilla et coula 2 flottes chinoises alors qu'elles venaient envahir le Japon. Les Japonais surnommèrent ces tempêtes « vent divin ». Le haut commandement japonais espérait que ce vent divin d'un autre type allait étriller la flotte américaine devant Okinawa. Le 6 avril 1945, l'opération japonaise Chrysanthème commença par des attaques massives de kamikazes contre la flotte alliée. Animés par une dévotion fanatique à leur empereur, la plupart des pilotes kamikazes étaient novices et les chasseurs alliés parvinrent à les descendre par douzaines avant qu'ils n'aient la plus petite chance de causer le moindre dommage. Mais ils étaient très nombreux et beaucoup de kamikazes réussirent à passer. Pendant 2 jours, les artilleurs de la DCA à bord des navires alliés eurent la difficile tâche de les frapper en plein ciel. « 13 destroyers américains furent durement touchés et certains coulés. Les kamikazes devinrent une menace que les Alliés devaient prendre vraiment au sérieux. Durant les 3 mois suivants, des centaines de pilotes kamikazes se jetèrent avec leurs avions sur les navires alliés et pratiquement tous, comme prévu, y perdirent la vie. Mais le temps que les combats sur Okinawa se terminent, les kamikazes avaient coulé 36 navires alliés et endommagé 368 autres. La plupart des 4907 marins tués et les 4874 blessés pendant la bataille d'Okinawa le furent lors des attaques suicides. Pour la Navy, cela représentait des chiffres terribles. Sur Okinawa, la bataille faisait rage également. La plus importante concentration de troupes japonaises se trouvait dans le sud de l'île. Le 4 avril, le général Buckner donna l'ordre au 24e corps d'armée d'avancer vers le sud depuis les plages prises par les Américains. Alors que les 7e et 96e divisions d'infanterie poussaient vers Shuri, l'ancienne capitale d'Okinawa, elles rencontrèrent une terrible résistance de la part des troupes japonaises défendant une position que les Américains surnommèrent la crête des cactus. Il y eut de terribles combats au corps à corps pour Cactus Ridge. Mais le 9 avril, les Japonais avaient été chassés de leur position au prix élevé de 1500 pertes américaines.
La route vers Shuri était toujours barrée par les défenseurs japonais le long de la crête Kazuku. Les combats violents continuèrent jusqu'à ce que la puissance de feu américaine force les défenseurs de l'île à cesser toute attaque. Mais même dans ces conditions, l'avance de Buckner était freinée. Le combat pour Okinawa était loin d'être achevé. En Europe, les Américains, les Britanniques et les Canadiens progressaient de plus en plus profondément en Allemagne après le franchissement du Rhin réussi en mars 1945. En comparaison avec le bain de sang du Pacifique, leurs pertes étaient légères. La majorité des troupes allemandes qu'elles rencontrèrent étaient plus promptes à se rendre qu'à combattre. Mais lors de leur avancée, les Alliés découvraient les preuves flagrantes et abominables des crimes contre l'humanité commises par les nazis. Le 4 avril 1945, des troupes de la 3e armée de Patton pénétrèrent dans le camp de travail d'Ordruf, près de la ville de Gotha. Dans le camp, ils découvrirent des empilements de corps, certains partiellement recouverts de chaux, d'autres incinérés. Ces malheureux étaient des prisonniers que leur garde SS en fuite avait considérés comme trop faibles pour marcher. Ils avaient été exécutés juste avant l'évacuation du camp. La nouvelle de l'horreur d'Ordruf se répandit rapidement. Le 12 avril, le général Eisenhower visita le camp en compagnie des généraux Patton et Bradley pour le constater. Ils réalisèrent alors combien leur combat contre les nazis était justifié. Mais le pire était encore à venir. Les unités avancées de la 3e armée pénétrèrent dans un camp encore plus important à proximité de la ville de Weimar, à Buchenwald. En dépit de l'horreur de la situation, ils libérèrent 21 000 prisonniers affamés et malades. Les Américains et les Britanniques connaissaient l'existence des camps de concentration, mais étaient peu préparés à affronter cette réalité. Après avoir inspecté Ordruf, Eisenhower en informa le général Marshall, qui était à la tête de l'état-major à Washington. La description de la situation était telle qu'il décida de montrer au monde entier la réalité de ce qu'Hitler et les nazis avaient commis. Le 12 avril, le célèbre journaliste de CBS, Edward Murrow, visita Buchenwald et fit, sur les ondes, le compte-rendu de ce qu'il découvrait pour ceux qui avaient la force d'écouter ce récit. Buchenwald n'était pas un camp d'extermination, mais pour les 238 000 prisonniers venus de toute l'Europe et de l'Union soviétique qui franchirent ses portes de juillet 1938 à avril 1945, ce fut un lieu de terreur et de mort. On estime à 56 000 le nombre de détenus qui ont péri dans le camp. Eisenhower fit tout ce qu'il put pour rendre publiques les abominables conditions de ces camps. Étant lui-même d'origine allemande, il était déterminé à faire que ce peuple soit confronté à ses propres responsabilités collectives concernant ces crimes odieux. Les Américains forcèrent les habitants, vivant aux alentours du camp, à venir constater les atrocités commises en leur nom. Ils les firent déambuler entre les piles de corps décharnés qui attendaient d'être incinérés dans les fours du camp. Au cours de leur visite à Buchenwald, les civils allemands purent découvrir d'atroces et bizarres collections de trophées rassemblés par les SS. Elles comprenaient des organes humains conservés dans des bocaux de formol, des têtes réduites, des abat-jours et des couvertures de livres faits avec la peau de prisonniers choisis pour leurs tatouages colorés. Les horreurs des camps de concentration continuèrent à être révélées aux civils, mais cette libération arrivait trop tard pour de nombreux détenus. Dans les semaines qui suivirent, des milliers moururent entre les mains de leurs libérateurs, impuissants à les soigner, tant leur état physique était délabré. Au même moment,
Une nouvelle allait bouleverser le monde. Le 12 avril, le président américain Franklin Delano Roosevelt, souvent nommé par ses initiales FDR, l'homme qui avait fait entrer l'Amérique dans le conflit, mourut. Atteint de la poliomyélite en 1933, il avait lutté pour redresser son pays après la Grande Dépression de 1929, puis l'engagea dans le second conflit mondial. Réélu à 3 reprises, le président Roosevelt n'avait pas ménagé sa santé qui s'était terriblement détériorée au fil des années. Lors de la conférence de Yalta en Crimée en février, Roosevelt avait rencontré Staline et Churchill pour discuter de la division de l'Allemagne après la guerre, mais son aspect avait frappé tous ceux qui étaient présents. Il était, de toute évidence, devenu un homme très malade. À son retour aux États-Unis, le président s'adressa au Congrès. Incapable de se tenir debout, il parla assis sur son fauteuil. Le thème principal de son discours était sa vision de l'Organisation des Nations Unies. Il déclara: « La conférence en Crimée marque la fin d'un système reposant sur les actions unilatérales, les alliances exclusives, les sphères d'influence, l'équilibre des puissances et tous les autres expédients qui ont été employés depuis des siècles et qui ont toujours échoué. Nous proposons un substitut à tout cela, une organisation universelle que toutes les nations avides de paix auront la chance de pouvoir rejoindre. » C'est un remarquable héritage que Roosevelt laissait au monde. Bien que très affaibli, il continuait à diriger les Américains dans leur lutte contre le Troisième Reich et le Japon. À la fin du mois de mars, Roosevelt se rendit à Warm Springs, en Géorgie, pour préparer la conférence internationale de San Francisco, au cours de laquelle l'Organisation des Nations Unies allait être créée. Le 12 avril, il se plaignit d'un terrible mal de tête. Peu après, il était victime d'une sévère hémorragie cérébrale et mourut en quelques heures. Il avait 63 ans et à quelques semaines près, il n'a pas eu la satisfaction de voir ce pourquoi il avait tant combattu, la chute de Berlin et la victoire en Europe. En Amérique et dans les pays alliés, la nouvelle de la mort de Roosevelt causa une immense tristesse. Il était resté à la Maison-Blanche plus longtemps que tout autre président américain. En 12 ans, il avait mené les États-Unis à la prospérité économique et à la victoire contre l'Allemagne nazie et l'Empire japonais. Dans tout le pays, les drapeaux furent mis en berne 30 jours en signe de deuil national. Des centaines de milliers d'Américains reconnaissants se rassemblèrent le long de la ligne de chemin de fer entre Warm Springs, en Géorgie, et Washington District pour assister au passage du train funéraire qui ramenait le corps de Roosevelt dans la capitale. Une foule encore plus dense se rassembla dans les rues de la capitale pour rendre un dernier hommage au président lorsque son cercueil fut exposé au Capitole. Ces funérailles nationales furent l'un des événements les plus chargés en émotions de toute l'histoire de Washington. Mais il restait encore une guerre à gagner, et l'Amérique se tourna pleine d'espoir vers un nouveau président, l'ex-sénateur âgé d'une 60aine d'années, Harry Truman, encore relativement inconnu sur le plan international. Truman prit la direction des opérations alors que la Seconde Guerre mondiale était sur le point d'entrer dans ses toutes dernières et dramatiques phases. En Allemagne, la deuxième armée britannique avançait rapidement vers la frontière danoise et la Baltique, tandis que le 12e groupe d'armée américaine bouclait les opérations autour de la poche de la Ruhr. Le 21 avril, les combats étaient terminés et 325 000 soldats allemands capturés. Dépassés par le nombre impressionnant d'hommes offrant leur reddition, qu'il allait falloir nourrir et abriter, les Américains créèrent des camps de prisonniers improvisés le long du Rhin. Malheureusement, pendant les jours et semaines suivants, en raison de l'énormité de la tâche, des centaines de ces hommes moururent à cause de leur état de santé déficient
avant même que les soldats alliés puissent s'occuper d'eux correctement. Les tensions étaient de plus en plus vives chez les Alliés. Winston Churchill et les Britanniques étaient favorables à une avancée massive afin de prendre Berlin avant les Russes. Mais Eisenhower et les Américains favorisaient prioritairement une stratégie de destruction de la résistance armée allemande. Des rumeurs persistantes faisaient état d'une position défensive importante établie dans les Alpes entre l'Allemagne et l'Autriche, tenue par des fanatiques SS. Eisenhower dérouta une importante partie des forces militaires américaines vers le sud afin de neutraliser cette menace. Le 11 avril, les unités de tête de la 9e armée américaine qui avait atteint l'Elbe, le dernier obstacle naturel majeur avant Berlin, reçurent l'ordre de stopper. Mais les Russes avançaient toujours, faisant montre de leur efficacité, et ce, en dépit des nombreuses troupes engagées par Hitler pour défendre les Hongrois. Le 13 avril, les Soviétiques avaient pris Vienne. À Berlin, où le chef de la propagande nazie, Joseph Goebbels, célébrait toujours avec son Führer l'annonce de la mort de Roosevelt, l'espoir demeurait grand que l'alliance entre les Britanniques, les Américains et les Soviétiques se rompt. En dépit d'opinions divergentes à propos de l'après-guerre, les trois principaux acteurs étaient déterminés à mettre un terme au Troisième Reich une bonne fois pour toutes. Le 16 avril, la très attendue offensive de Staline sur l'Oderneis, à un peu plus de 130 km de Berlin, commençait. L'Armée rouge avait trois objectifs principaux. Le premier était de s'emparer de Berlin. Le deuxième, de capturer des matériels et des scientifiques en relation avec le programme de bombes atomiques allemandes. Et enfin, et non le moindre, d'occuper la plus grande part du territoire allemand possible. L'assaut débuta par un bombardement d'artillerie, tandis que 2,5 millions de Russes prenaient position pour l'offensive finale. Un million et demi de ces soldats étaient placés sous les ordres des plus expérimentés chefs militaires de l'Armée rouge, Zhukov et Konev. Ils avaient reçu l'ordre de prendre le centre opérationnel d'Hitler. Le rapport de force était en faveur des Russes à raison de 3 soldats pour 1, l'artillerie à 1 contre 4, les chars et les véhicules de combat blindés à 6 contre 1. Staline était bien conscient de l'inévitable compétition féroce entre les deux maréchaux pour s'emparer en premier de Berlin. Il avait effectivement donné au premier front biélorusse de Zhukov la pole position sur la ligne de l'Oder, au détriment de Konev, dont le premier front ukrainien sur la Neisse se trouvait à une plus grande distance de la capitale allemande. Mais Zhukov n'avait pas route ouverte pour autant car frontalement, face à ses troupes, se trouvaient les hauteurs de Silov, le secteur le plus solidement défendu de la ligne de front à 15 km au-delà de l'Oder. Après 4 jours de durs et sanglants combats, les hauteurs de Silov furent finalement nettoyées, tandis que le 19 avril, le premier front ukrainien de Konev était parvenu à nettoyer les abords de la Neisse, avançant alors très rapidement en pleine campagne. À l'aube du 20 avril, date du 56e anniversaire d'Hitler, le Führer n'avait vraiment plus beaucoup de raisons d'espérer. Zhukov et ses hommes avaient avancé très rapidement sur les hauteurs de Silov et tenaient déjà Berlin sous le feu de leur artillerie à longue portée. Au fur et à mesure de la journée,
les forces soviétiques entourèrent la ville par le nord et le sud, et au cours des 48 heures suivantes, commencèrent à resserrer leur emprise sur la cité. Les Russes avaient la situation bien en main. Au cours de la nuit du 21 avril, des Mosquitos de la RAF effectuèrent le raid final contre Berlin. À 8h30 précisément, les commandants soviétiques donnèrent l'ordre d'ouvrir le feu contre la capitale de l'Allemagne fasciste, et le 23 avril, Berlin se trouvait isolé par les Russes. Pour Adolf Hitler, désormais piégé dans son bunker, il n'était plus possible de s'échapper. Réalisant que Berlin était condamné, il déclara son intention d'y demeurer au péril de sa propre vie. Ceci dit, les combats à Berlin étaient loin d'être terminés. Les pertes soviétiques continuaient à augmenter en dépit du caractère inéluctable du sort de la bataille. Quelques 45 000 soldats défendaient la ville et malgré un équipement sommaire et une totale désorganisation, ils constituaient un problème. Certains dépendaient des Waffen-SS, la branche militaire de la SS, accueillant exclusivement ceux qui étaient reconnus de race aryenne pure selon les critères hitlériens. D'autres étaient des volontaires français de la division Charlemagne. Leurs rangs étaient renforcés par des milliers de membres de la Volkssturm, pauvrement armés, des hommes âgés de 16 à 60 ans qui n'avaient pas intégré la garde allemande, ainsi que des membres volontaires des jeunesses hitlériennes. Un détachement spécial de 2000 Waffen-SS avait été chargé de défendre le bunker du Führer et ce qui restait du quartier des ministères. Mais il n'y avait pas grand-chose à faire contre le rouleau compresseur russe. En plus d'être en sous-effectif face à l'armée rouge, les défenseurs allemands subissaient une attaque d'artillerie massive. Les Russes étaient équipés de roquettes Katyusha, autopropulsées depuis des lanceurs mobiles. Ces roquettes, baptisées d'après un chant de guerre populaire à propos d'une fille nommée Katyusha, étaient dévastatrices et les troupes soviétiques ouvraient ainsi leur route vers le centre de Berlin. Leur cible principale était le bâtiment de l'ancien Parlement, le Reichstag, mais dans toute la ville, les combats s'effectuaient au corps à corps, maison par maison. C'était une succession d'offensives de l'armée rouge et de contre-attaques allemandes. Dans le feu des combats, personne ne faisait plus de prisonniers, d'un côté comme de l'autre. Les opérations n'étaient pas cantonnées à Berlin. À une centaine de kilomètres au sud de la capitale, près de la vieille ville de Torgau sur l'Elbe, les alliés, occidentaux et soviétiques, se rencontrèrent. Le premier contact eut lieu entre les troupes de la 69e division de la 9e armée américaine et la 58e division de la garde du premier front ukrainien de Koniev, le 25 avril, un jour désormais inscrit dans l'histoire. C'était une belle opportunité pour les quelques journalistes et caméramans américains et soviétiques qui furent amenés le lendemain pour immortaliser la rencontre officielle entre les soldats américains et russes, partageant un moment de fraternité et échangeant quelques cadeaux. Mais en dépit de cette unité de façade, les tensions entre les alliés étaient de plus en plus fortes. Immédiatement après que les photos aient été prises, les Américains retournèrent de leur côté de l'Elbe et y demeurèrent. C'était contre les souhaits du général Bill Simpson, le commandant de la 9e armée, qui souhaitait continuer vers Berlin. Mais Eisenhower avait rejeté cette idée, choisissant de laisser la voie libre aux Russes. Roosevelt, Churchill et Staline s'étaient mis d'accord sur le programme de restructuration de l'Europe d'après-guerre lors de la conférence en Crimée. Berlin se trouvait au cœur de la zone soviétique.
il n'y avait plus rien à gagner. Maintenir les pertes américaines à leur minimum était devenu, de toute évidence, un souci majeur, spécialement après les pertes terribles de la bataille des Ardennes. Le risque d'augmenter le nombre de tués par des tirs fratricides soviétiques dans le chaos des combats de rue à Berlin n'en valait pas non plus la peine. L'armée rouge continua donc à progresser sans problème. Le 29 avril, les Russes se trouvaient à moins d'1,5 km du bunker du Führer. Lorsque la nouvelle parvint à Hitler, elle était accompagnée d'une autre nouvelle, la mort du dictateur italien Benito Mussolini. Celui-ci, après avoir tenté de s'échapper vers la Suisse avec sa maîtresse, Carla Petacci, fut capturé avec elle et tous deux exécutés. Leurs corps mutilés avaient ensuite été exposés à la foule assoiffée de vengeance. Pour Hitler, il n'y avait plus d'échappatoire possible. Plutôt que de subir le sort de Mussolini, le Führer décida de garder le contrôle de son destin. Il mit ses affaires en ordre, signa ses dernières volontés et son testament, puis épousa sa maîtresse Eva Braun. Le rêve hitlérien d'un Reich millénaire était terminé. Le 30 avril, les nouveaux mariés se suicidèrent. Leurs corps furent sortis du bunker et brûlés par les gardiens SS dans les jardins de la chancellerie. « 10 000 soldats allemands continuaient à défendre Berlin et le quartier des ministères avec l'énergie du désespoir. Le 1er mai, le Reichstag, symbole traditionnel du pouvoir allemand, tomba aux mains des soviétiques et des soldats russes levèrent le drapeau rouge sur son toit en ruine. Après Hitler, Goebbels également prit une décision radicale en tuant ses 6 enfants avant de se donner la mort avec son épouse. Hitler avait donné l'ordre à Goebbels de fuir si Berlin était pris. Et pour la première fois, le plus loyal de ses proches désobéit à l'homme à qui il avait consacré sa vie. Les événements avaient pris un tour dramatique. Le 2 mai, le commandant de la garnison de Berlin, le général Helmut Wedling, se rendit aux Russes et en quelques heures, toutes les armes se turent dans la ville. Les soviétiques firent près de 500 000 prisonniers. Mais il n'y a aucun chiffre précis concernant le nombre de soldats et de civils ayant péri. Finalement, la détermination d'Eisenhower de laisser les troupes américaines hors de la bataille de Berlin s'avéra fondée, car l'armée rouge avait payé le prix fort. Au moins 81 000 soldats soviétiques avaient été tués lors des combats autour et dans Berlin, et 280 000 avaient été blessés. Et une fois les combats terminés, les Russes se retrouvèrent chargés de l'immense tâche d'organiser le ravitaillement pour les populations civiles restantes, ainsi que de rendre la ville de nouveau habitable. De nombreux soldats russes, motivés par la vengeance et souvent ivres-morts, pillèrent la ville et commirent des atrocités qui n'avaient rien à envier à celles commises par les troupes nazies. La promesse d'une paix en Europe était proche. Mais la guerre faisait toujours rage dans le Pacifique. La situation était dans une impasse. Au moment où les Allemands capitulaient face aux Russes le 2 mai, les troupes britanniques et indiennes terminaient leur progression vers le centre de la Birmanie et s'emparaient de la capitale, Rangoon, quelques heures seulement avant que les pluies de la mousson ne commencent. Comme le monde allait le découvrir dans les mois suivants, le refus des Japonais de se rendre allait ralentir considérablement les Alliés. Les combats en Birmanie allaient durer encore 3 mois, mais la campagne de reconquête se terminera de facto avec la chute de Rangoon. La métropole japonaise était l'objet d'attaques répétées. Aux Philippines, les troupes américaines conduites par le général Douglas MacArthur étaient parvenues à contenir plus de 200 000 soldats japonais sur les îles de Mindanao et Luzon. Une fois encore, leur résistance fut terrible, car ils luttaient jusqu'à la mort pour tenir leur bunker au cœur de la montagne.
Le 26 juin, MacArthur put enfin déclarer que la campagne des Philippines était gagnée. C'est également fin juin, le 22 pour être précis, que la bataille d'Okinawa fut déclarée officiellement terminée. Elle avait duré 87 jours. Plus de 100 000 soldats japonais y avaient laissé la vie et 7 000 autres, principalement des recrues locales, avaient été faits prisonniers. 100 000 civils avaient également trouvé la mort pendant les combats. Bien que victorieux, les Américains avaient payé un lourd tribut dans cet affrontement. Plus de 12 000 morts et 38 000 blessés. Les Japonais étaient parfaitement conscients que, compte tenu des événements en Europe, conclure les combats dans le Pacifique allait mobiliser toute l'énergie des Alliés. Mais c'était une perspective peu engageante pour les planificateurs militaires américains que d'envisager un assaut amphibie contre le Japon. Ils avaient estimé le taux de perte probable. Sur une base de 30% de pertes comme celle subie par la 10e armée à Okinawa, on arrivait à un chiffre de 300 000 soldats tués ou blessés. Il fallait donc imaginer une nouvelle approche stratégique. De l'autre côté du monde, en Europe, les premiers jours du mois de mai 1945 s'annonçaient plus sereins. The German command to carry out at once, and without argument or comment, all further orders that will be issued by the Allied powers on any subject. Après la fin des combats à Berlin et en Italie le 2 mai, les événements allaient s'accélérer. À peine 48 heures plus tard, les forces allemandes du nord-ouest de l'Europe présentèrent leur reddition au maréchal britannique Montgomery sous une tente plantée dans la lande de Lunenburg. C'était un moment austère, sans cérémonial, juste après le 5 mai. L'amiral Karl Dönitz, commandant en chef de la marine allemande et nouveau président de l'Allemagne, conformément aux dernières volontés d'Hitler, donna l'ordre à ses 350 U-boats de cesser les opérations de combat immédiatement. Tout était en place pour qu'un point final soit mis à la guerre en Europe. Le matin du 7 mai, les représentants allemands, les généraux Jodl et Kettel, signèrent les documents de leur reddition finale dans les quartiers généraux d'Eisenhower à Reims. Il était spécifié qu'à 23h01, heure du fuseau horaire européen central, le 8 mai, toutes les troupes allemandes devaient cesser le combat. Enfin, la nouvelle que le monde attendait depuis 1939 allait être annoncée. La victoire en Europe fut célébrée le lendemain, le 9 mai. Les bonnes nouvelles voyageaient rapidement. Dès le 8 mai, les rumeurs de la fin imminente des combats en Europe déclenchèrent des célébrations en Grande-Bretagne, dans les rues de Londres et à travers tout le pays. Poussé par la ferveur et l'excitation de la foule, à 15 h, le Premier ministre Winston Churchill s'adressa une fois de plus à son peuple à la radio. Les hostilités vont se terminer officiellement 1 minute après minuit cette nuit. Mais dans le but d'épargner des vies, le cessez-le-feu a commencé à résonner hier sur l'ensemble du front. Ce fut un jour incroyable de bonheur et d'euphorie contagieuse. Partout on célébra la nouvelle et les gens se rassemblèrent lorsque Winston Churchill se rendit à Buckingham Palace pour se tenir aux côtés de la famille royale, sorti sur le balcon pour recevoir l'ovation de la foule rassemblée massivement. Pratiquement 5 ans après sa prise de fonction comme Premier ministre en 1940, ce moment, symbole de victoire, fut, pour Winston Churchill, sa plus belle heure, son heure de gloire.
Les Britanniques ne furent pas les seuls à célébrer cette victoire sur le Troisième Reich et le régime nazi. De l'autre côté de l'Atlantique, en dépit des combats et des pertes subies contre les Japonais, on prit le temps de fêter l'événement. Harry Truman dédia ce 8 mai et la victoire à son prédécesseur, Franklin Roosevelt, qui avait tant fait pour combattre la tyrannie. Pour marquer le deuil de leur président récemment disparu, les drapeaux dans toute l'Amérique restèrent en berne. Par le plus grand des hasards, cela se passait le jour du 61e anniversaire du président Truman. Mais alors que les Américains et les Britanniques célèbrent le jour de la victoire le 8 mai, les Russes la célèbrent le 9, la date qui avait été originellement choisie par les Alliés. Pour le peuple soviétique, le jour de la victoire est une célébration de joie, mais aussi d'intenses souvenirs. Au moins 20 millions de citoyens russes avaient péri depuis le 22 juin 1941, le jour où les troupes allemandes avaient envahi l'Union soviétique, laissant derrière elles des villes et des villages dévastés et des morts innombrables qui ne seront jamais oubliés. Toute l'Europe était libérée, des îles anglo-normandes aux îles grecques en mer Égée. Dunkerque, Saint-Nazaire et La Rochelle retrouvaient enfin leur liberté, tout comme la Norvège et le Danemark. Même la bande de territoire s'étirant de l'ouest des Pays-Bas jusqu'à la Tchécoslovaquie, toujours aux mains des Allemands, était enfin libre. Les troupes allemandes se rendaient aux Alliés, fuyant le plus possible vers l'ouest pour éviter d'être capturées par les Soviétiques avides de vengeance. Le dernier acte de la fin du régime nazi eut lieu le 23 mai lorsque les troupes britanniques arrêtèrent l'amiral Dönitz dans ses quartiers généraux à Flensburg, près de la frontière danoise. À partir de ce moment, les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Union soviétique et la France prirent le contrôle de l'ancienne Allemagne du Troisième Reich. Mais des incertitudes planaient sur la suite des événements. Toujours aussi éloquent lors de son allocution du jour de la victoire, Churchill avait exprimé ce que le reste du monde pensait. Nous pouvons nous autoriser une brève période de réjouissance, mais cela ne doit pas nous faire oublier l'ouvrage et les efforts qui nous attendent. Le Japon coupable de trahison et d'expansionnisme militaire reste impuni. Harry Truman disposait alors de la technologie pour forcer les Japonais à se rendre. Quelques semaines seulement après avoir pris ses nouvelles fonctions, la responsabilité de lancer une attaque nucléaire contre le Japon reposait sur ses épaules.